Bonjour à toutes et à tous, on est très ravis de vous accueillir encore une fois dans un nouvel épisode du podcast Nartak. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, on parle de la transformation technologique, mais plutôt de l'intelligence artificielle. Mais on ne va pas parler seulement du buzz de l'intelligence artificielle qu'on voit, mais plutôt qu'est-ce qui rend réellement une start-up investissable. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mira Tri-Turley, qui est un board member et advisor chez Nartak. Aussi, elle est Customer Success Account Manager chez Microsoft. Et on connaît tous Microsoft. Bonjour Amira. Aslema, bonjour. On a le plaisir de vous accueillir enfin. Merci, c'est un plaisir partagé. Donc Amira, on regarde ton parcours, on voit Capgemini, SNCF, on voit la gestion de grands projets complexes aussi. Et après, sans même parler de Microsoft. Est-ce que tu peux nous raconter ce cheminement ? Très bien. J'ai commencé ma carrière en tant que développeuse. Ensuite, j'ai passé à business analyst. Après, j'ai fait gestion de projet. Avec l'arrivée de la méthode agile, j'ai pris un peu le rôle de coach agile. Et chez Capgemini, j'ai pris petit à petit le rôle de engagement manager. Donc j'étais là au moment de beaucoup de grandes transformations dans les grands groupes, où j'ai géré des équipes, j'ai géré des projets avec des équipes pour des projets technologiques, mais aussi pour des transformations stratégiques. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré plutôt à la technologie en tant que femme aussi ? Alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est que la technologie était l'outil qui permettait les grandes transformations des équipes et des boîtes. Je peux citer, par exemple, la transformation avec le cloud. La plupart des grandes entreprises, ils n'ont pas voulu passer vers le cloud. Ils ont voulu gagner en go-to-market, par exemple, sortir des applications métiers plus rapidement, accéder à leurs données plus facilement, innover aussi. Et tout cela était accessible, était faisable qu'avec le cloud. Donc, ce que j'ai adoré dans les grands projets que j'ai gérés, c'était que la technologie permettait de mettre en place des grandes transformations de groupe. Exactement. Et du coup, là, il y a une partie de Microsoft. C'est un nom qui fait rêver plusieurs personnes. Et du coup, comment tu as vu cette transformation, le passage à un géant comme Microsoft ? Alors, Microsoft, c'est arrivé naturellement dans mon parcours. J'étais toujours intéressée par les nouvelles technologies, l'innovation, ce qui sortait sur le marché. Et c'était l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et tout le monde sait que Microsoft, elle est vraiment sur la pointe de la technologie sur l'IA. Et donc, je me suis orientée naturellement vers Microsoft pour être sur ces pointes de technologie, mais aussi pour être à l'intérieur des entreprises avec ces innovations. Donc, c'était intéressant d'être un peu dans le cœur de la transformation grande de notre époque. Oui, et du coup, parlant aussi de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui t'a fasciné dans l'intelligence artificielle pour que tu te spécialises dans ce domaine qui est émergent ? Alors, ce que j'adore dans l'intelligence artificielle, c'est un outil d'aide à la décision. Et en fait, ça permettait aussi de casser les barrières entre les grands groupes pour innover et pour mettre en place une meilleure productivité. Jusqu'à maintenant, en fait, les grands groupes pouvaient accéder à des grands cabinets pour avoir des recherches sur des marchés ou pour accéder à des boîtes de consulting pour avoir une armée de consultants pour travailler sur un projet pour arriver à deadline rapidement. L'IA, elle vient casser un peu ces barrières et donc n'importe quelle société peut arriver à avoir des informations partout dans le monde plus rapidement et plus efficacement. Mais aussi, l'IA, elle permet de rendre la productivité meilleure. Et donc, n'importe quelle société aussi peut innover rapidement et facilement. Exactement. Moi, je sens que je suis face à une femme ambitieuse, aussi visionnaire. Et là, on va parler de la meilleure partie de cet épisode, qui est le Microsoft Women on IA. Vous faites partie aussi de ce combat. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? Alors, mon combat dans les associations de femmes, c'est un peu depuis des années. En fait, jusqu'à maintenant, je pense que la transformation d'une société ne peut être une bonne transformation que quand elle est faite par
toute la société. Et donc, elle ne peut pas être faite par une minorité. Et quand on parle de toute la société, elle doit être faite par des hommes et des femmes. Et donc, dans ce cas-là, la transformation de l'IA, c'est important qu'elle soit faite aussi par les femmes pour que le rôle de la femme, la vision de la femme soit inclus dans cette transformation. Donc ça, c'est le premier point par rapport à la Women in AI. Ensuite, je suis aussi active dans une association qui s'appelle Women of Influence. Et celle-là, elle permet de casser les plafonds de verre pour que les femmes puissent accéder à des postes de pouvoir, de C-level, des postes de direction et des postes de managérial. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu que ça passe beaucoup à travers le réseau. Et puisque déjà la direction elle est faite beaucoup par des hommes, et en fait on fait monter plus d'hommes au poste de direction. Et donc le réseau de Women of Influence, c'est un réseau qui permet de soutenir les femmes ambitieuses et qui ont beaucoup de capacités à accéder à ces postes-là, de les soutenir pour vraiment aller au fond de leur ambition. Voilà. Très intéressant, Amila. Avec plaisir. On passe peut-être, maintenant on va juste parler du sujet de cet épisode. Qu'est-ce qui rend une start-up investissable? Maintenant, on a des start-up qui veulent vraiment toucher à tout et qui veulent peut-être servir tous les KPI, ceux qui veulent de l'intelligence artificielle, peut-être l'environnement, servir l'environnement en même temps. Quels sont les KPI nécessaires, clés, juste pour avoir l'attention des VC et investisseurs juste au premier lieu déjà? C'est une très bonne question. Le premier point, pour moi, c'est le problème qu'ils sont en train de résoudre. Donc, en fait, on ne peut pas dire on est une société qui va casser, qui va vraiment monter parce qu'on intègre l'IA. C'est important de se poser la question, est-ce que le problème qu'on va résoudre, c'est un vrai problème et il n'a pas été traité par d'autres outils, il n'a pas été traité par d'autres moyens. Donc, c'est étudier le problème qu'on est en train de résoudre. Donc, ça, c'est le premier KPI. Le deuxième, c'est la data. C'est important d'avoir des datas qui sont qualifiées, qui sont mesurables, des datas propres. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel les investisseurs, ils vont faire attention. Et le troisième, c'est la capacité d'exécution. Une société, une start-up, elle peut réussir ou pas à travers sa capacité d'exécution. Ça veut dire qu'on peut avoir la meilleure idée. Si on ne l'exécute pas bien, l'idée, elle peut mourir et la start-up, elle peut mourir. C'est important de mettre en place des process et une exécution efficace. Donc, Amila, pourquoi il est plus vital aujourd'hui pour une start-up de se concentrer à la construction de ce fossé de données plutôt que de chercher à trouver le meilleur modèle qui va de toute façon devenir une commodité? Sur ce sujet, je vais donner un exemple. En parallèle de mon rôle de Customer Success Account Manager chez Microsoft, je suis aussi mentor dans le GenAI Studio. C'est l'incubateur de Microsoft qui accompagne des startups pour intégrer l'IA. Et dans ce contexte-là, j'ai accompagné une startup qui intégrait des modèles dans une application pour créer des images pour la partie marketing. Et donc, en fait, tout leur business model était basé sur cette valeur-là. Or, à travers le temps, il y a les grands tech, ils ont intégré ce modèle-là dans leur propre modèle. Et donc, en fait, on pouvait générer des images suivant des structures bien précises à travers des modèles propriétaires des grands tech. Et donc, en fait, si on va se baser sur que la création d'un modèle spécial pour une start-up, on ne va pas pouvoir aller loin. Parce que la technologie, elle évolue tellement vite qu'une petite start-up ne peut pas être concurrente des grands groupes. Et donc, c'est très important de se spécialiser dans un domaine et travailler sur la data. Parce que ça, c'est vraiment la vraie valeur de la start-up. Quand on arrive à collecter des données qui sont propriétaires par rapport à un métier et qui sont propres et qui sont vraiment structurées, là, on va créer une barrière d'entrée par rapport à un marché qui est importante. Et donc, on est moins facile à concurrencer et à créer une start-up qui est parallèle, qui fait la même chose. Exactement. Et du coup, une start-up, elle doit avoir une vision claire. Elle doit assumer aussi ses choix technologiques, juste pour attirer l'attention de ses investisseurs et ses VC pour être investissable, justement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut préciser cette partie? Alors, en fait, les investisseurs, ils regardent bien
le but que la startup elle est en train de faire, donc le problème. Et dans ce cas-là, en fait, c'est important de savoir comment on est en train de résoudre le problème. Et donc, à travers des collections de collecte de données, à travers des études qu'on est en train de faire sur ces données-là, à travers les insights, donc les propositions d'informations qu'on va donner par rapport à ces données. Et donc, c'est le traitement de données qui sera intéressant pour une start-up. Et c'est là où la start-up, les investisseurs, ils vont trouver la start-up, elle est intéressante ou pas. Et donc ça, c'est important. Et ensuite, en fait, puisqu'on dit que la technologie, elle évolue rapidement, le marché, il évolue rapidement, donc la capacité de l'entreprise à mettre en place des KPI pour savoir, en fait, comment améliorer chaque phase, donc la collecte des données, le traitement des données, les insights qui sortent des données, va permettre à la société, à la start-up, de savoir orienter le next step. Et c'est ça ce que cherchent les investisseurs. Et c'est là où elle va attirer la confiance des investisseurs. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, on est en 2026. On parle de l'intelligence artificielle et maintenant, si on parle de 2026, il y a longtemps, on va dire peut-être il y aura même pas des voitures, on va avoir même des drones. Exactement, on va être. Et en même temps, on a aussi ce problème d'investissement. Donc, Amira, pourquoi une start-up qui a une vision claire, qui a aussi des choix technologiques aussi précis, elle inspire plus confiance aux investisseurs et aux grands clients? Alors, d'abord, en fait, une start-up, elle a des capacités limitées. Quand on commence, on est une start-up qui commence avec une petite équipe, avec des ressources bien précises. Et donc, en fait, il faut savoir utiliser ces ressources, qu'elles soient humaines ou autres. Et c'est pour cela qu'il faut savoir s'orienter. On ne peut pas aller dans tous les sens. Donc, ça commence par les choix technologiques. On peut pas utiliser tous les technos. Il faut savoir sur quoi on va développer notre futur, par exemple, MVP. Il faut savoir sur quoi on va orienter notre produit, suivant des choix éthiques, suivant des choix de marché, suivant des décisions stratégiques. C'est là où le CEO et le board, il est important de prendre des choix stratégiques clairs pour dire, voilà, on a choisi pour le MVP, pour la première phase, de s'orienter dans ce sens. Parce qu'on a des capacités limitées et aussi parce que c'est comme ça qu'on peut avoir les meilleurs insights du marché, que la boucle de feedback, elle sera plus efficace. Et si on essaie d'aller dans tous les sens, en fait, on ne va pas savoir les retours par rapport aux premières actions qu'on a fait. Et les investisseurs, ils voient bien ça. Donc, si on vient leur pitcher un projet, une start-up, qui est dans tous les sens, qui essaye d'aller dans tous les marchés, qui essaye de se développer sur plusieurs technos, ça, c'est un red flag. parce que ils savent que, en fait, ils vont pas bien exécuter aucune des... Ils veulent toucher à tout. Ils veulent toucher à tout et on sera jamais bien si on veut toucher à tout pour une start-up qui commence. Une start-up qui commence, et même vraiment à n'importe quel projet, il faut s'orienter. Et même, il y a des gens qui disent, idéalement, trouver une niche et vraiment bien l'exécuter, bien l'orienter, parce que c'est comme ça qu'on sait c'est quoi la meilleure réponse à cette population. C'est quoi la meilleure exécution de ce produit-là. C'est quoi la meilleure utilisation de cette techno. Oui. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on parle d'investissement et qu'est-ce qui rend aussi une start-up investissable, mais en même temps, on est en 2026 et on trouve des problèmes par rapport à l'investissement. Pourquoi aussi c'est difficile pour un investisseur de trouver la start-up et de l'évaluer d'une manière objectivement correcte. Et est-ce qu'on a une solution qui peut présenter une alternative qui peut-être faire un raccourci entre l'investisseur et les startups? Alors là, je vais parler un peu de nos aventures avec Riyad, le CEO de Nartak, et l'aventure de Nartak. On a parlé avec beaucoup d'investisseurs et des fonds d'investissement. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé vraiment quelque chose qui est très drôle. La plupart des fonds d'investissement et des VC, ils travaillent encore sur le storytelling des fondateurs. 1. 2. La réputation des fondateurs.
et le hip technologique. Ça veut dire que, en fait, en ce moment, ce qui marche ou ce qui est en visibilité, c'est l'IA. En fait, ils vont s'orienter vers les sociétés qui travaillent avec l'IA. La tendance. Voilà, la tendance. Le fondateur, il a une bonne visibilité sur LinkedIn ou sur les réseaux. On va faire confiance à cette personne-là. La personne, elle va faire un bon discours de storytelling de son projet. On va la croire et on va lui donner le capital. Et maintenant, en fait, ce qu'on a remarqué, que beaucoup de startups, en fait, ils peuvent pas accéder au capital parce que, en fait, c'est une nouvelle startup. Donc, des nouveaux fondateurs, peut-être qu'ils sont pas assez visibles. Ou le storytelling, au début, ils ont répondu à des questions que les investisseurs ils la connaissent pas. Et donc, en fait, on passe à côté des startups qui répondent à des besoins très importants, à des marchés qui sont très en vague et qui peuvent vraiment exceller. Or, parce qu'ils ne sont pas dans les critères des VC et des fonds d'investissement. C'est pour cela que la société Nartac, elle a créé une plateforme qui va pouvoir structurer un peu ce processus. Justement, quels sont les critères de Nartac ? Alors, il y en a plusieurs. La première, en fait, on va étudier un peu la start-up par rapport à la question sur laquelle elle est en train de répondre, par rapport au marché, par rapport aux chiffres, et aussi par rapport à un peu les tendances du marché. Et on va essayer de voir, en fait, le problème qu'il est en train de résoudre par rapport au marché, par rapport aux tendances et par rapport aux chiffres qu'il a donnés. Est-ce que c'est une vraie opportunité ou pas? Et c'est à travers ça qu'on va donner un score de maturité. Et suivant le score de maturité, il va pouvoir matcher avec des investisseurs. Et il va attirer des investisseurs que peut-être il n'a jamais eu l'occasion d'y accéder. Et du coup, est-ce qu'on peut standardiser ces critères ? Tout à fait. En fait, on est en train de travailler sur ça. On est en train de travailler sur la standardisation de scoring. Et donc, le scoring, c'est comment on va donner un score de maturité par rapport à la start-up. Et donc, on est en train de donner un peu des scores sur chaque phase, sur la phase de la réponse au marché, la réponse aux problèmes, par rapport un peu à la maturité de l'équipe aussi. Donc, on est en train de travailler sur ces KPI-là. Exactement. On parle aussi de data readiness, de la gouvernance IA, la capacité d'exécution et l'entreprise readiness aussi. Est-ce que cela changerait la qualité du capital alloué ? Tout à fait. En fait, les investisseurs, quand ils vont investir dans une start-up, ils cherchent une start-up qui est scalable. Et pour qu'elle puisse être scalable, il faut que ses process métiers, ses process d'entreprise soient industrialisés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire industrialiser ? Ça veut dire qu'il y a une boucle de feedback dans chaque métier, dans le développement, dans la partie commerciale, dans la partie marketing. Et donc, en fait, quand on fait des actions, on est capable de mesurer les conséquences de ces actions et savoir si ces actions-là, est-ce qu'elles étaient réussies ou pas. Et ensuite, mettre en place des actions pour améliorer ou changer ces actions-là. Et donc ça, c'est un peu l'industrialisation. Et ça, c'est faisable à travers plusieurs méthodes. Par exemple, dans le développement, il y a la méthode agile qui permet ça, de mettre en place des méthodes pour savoir comment la qualité du code elle est en train de s'améliorer et faire une boucle de feedback pour dire en fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pendant un sprint et essayer d'améliorer les choses pour que l'équipe elle travaille mieux ensemble et que la qualité de code elle s'améliore. Et donc ça, c'est les méthodes agiles qui permettent de faire cette industrialisation au niveau de développement. Mais il y a d'autres méthodes sur les autres activités de l'entreprise, sur la partie commerciale. C'est important de mettre en place des KPI sur le CRM pour savoir les actions commerciales, est-ce qu'elles étaient réussies ou pas. Et ensuite, changer les choses s'il y a des actions qui n'ont pas été réussies. Oui, exactement. Et là, on passe à la dernière question, justement. Vous avez parlé de l'amélioration. Et du coup, dans 5 ans, une start-up en IA qui est mature, à quoi elle va ressembler, selon vous? Alors, le premier point, c'est un problème métier clair qu'on est en train de résoudre. Ça, c'est le premier point. On ne va pas faire de l'IA pour l'IA. On ne va pas faire une start-up pour faire une start-up. On est là pour résoudre un problème. C'est là où l'intérêt d'une start-up.
Donc ça, le premier point. Le deuxième point, c'est la data. Une data de qualité, une data qui est bien collectée, une data qu'on arrive à récupérer de partout, de là où on veut. Et donc ça, c'est le deuxième point, la qualité de data. D'accord. Et le troisième point, c'est l'IA gouvernée. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en place de l'IA dans un produit sans la gouvernance. Ça veut dire qu'il faut mettre des logs, il faut mettre une façon de suivre cet outil IA ou ce produit IA. Et ensuite, il faut mettre des critères. Ça veut dire que l'IA qu'on a mis en place, on veut qu'elle résout ce problème. Est-ce que ça résout ce problème-là ou pas ? Est-ce qu'on est dans le cadre de normes de l'IA ? C'est important aussi parce qu'en Europe et partout dans le monde, on est en train de mettre en place de plus en plus de normes par rapport à l'IA et on ne peut pas la laisser faire tout. Et donc, c'est important de suivre ce que fait l'IA et de mettre en place des critères, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour arriver à ce stade dans 5 ans ? Alors, comme j'ai dit, les logs pour l'IA. Donc, c'est important de mettre les logs. Et après, il faut qu'une personne qui s'occupe de la gouvernance de l'IA. La plupart du temps, en fait, on trouve les grandes équipes parler de gouvernance de data, mais on ne parle pas de la gouvernance de l'IA. C'est important qu'il y a une responsable de la gouvernance de l'IA qui va un peu mettre en place un dashboard, un suivi des différentes initiatives d'IA et savoir en fait qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté et suivre les logs pour savoir qu'est-ce que fait l'IA. Et après, on décide, suivant toute la société, c'est quoi la stratégie qu'on veut prendre. Oui, et du coup, il faut qu'on commence dès aujourd'hui. Tout à fait. Justement, pour avoir la start-up éthique, une start-up en IA, qui est éthique aussi, qui est bien structurée et qui est bien faite, juste pour ne pas, si j'ai bien compris, pour ne pas perdre cet outil ou peut-être cette transformation technologique qui est très importante. Tout à fait. En fait, il faut éviter de réécrire tout le produit quand on est en série A, qu'on veut se développer partout dans les grands groupes. Parce que, en fait, ça, c'est une grosse perte. Il faut penser vraiment architecture dès le début. Pour dire, en fait, le produit il doit être au niveau de sécurité vraiment readiness, donc il faut qu'il réponde aux normes de sécurité. Oui. La gouvernance, il faut la réfléchir dès le début. La data, il faut la réfléchir dès le début pour être un produit qui est scalable et qui est entreprise readiness. Ça veut dire qu'il peut être intégré dans n'importe quel grand groupe. Et ça, c'est la chose qu'il faut la penser dès le début. Sinon, on va se retrouver à réécrire tout le produit quand on veut scaler, on veut être déployé partout dans l'entreprise. Oui. Merci, Amira. Avec plaisir. Une vraie advisor. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi et merci pour l'invitation. Une vraie advisor. Et moi, j'ai appris plusieurs choses aujourd'hui aussi. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Amira. Merci beaucoup. Alors, on termine notre épisode avec l'ambitieuse et la visionnaire Amira Turley. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à regarder l'épisode et à très bientôt.